Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'accueille Monsieur Michel Durand. Vous êtes le directeur d'EDF Guyane. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour aux auditeurs. Est-ce que vous pouvez établir un état des lieux de la répartition des différents types d'énergie dans la consommation énergétique en Guyane? La part du solaire, biomasse, fossile? Alors, au moment où on se parle, donc en 2020, en Guyane, on a la particularité d'être un territoire qui est d'abord très marqué par les énergies renouvelables, puisqu'on a plus de 60% en moyenne de la production d'électricité qui est d'origine renouvelable. Donc c'est bien de le rappeler parce qu'on a un peu tendance à l'oublier dans cette période de travail sur la transition écologique et énergétique. Donc on part quand même avec un capital, entre guillemets, en Guyane qui est très renouvelable, qui se compose d'une part hydraulique majeure avec le barrage de Petit-Saut, qu'on connaît tous, qui fait pratiquement à lui tout seul 60% de cette énergie renouvelable de la Guyane. On a du solaire qui est la deuxième énergie renouvelable en Guyane. Solaire qu'on appelle le solaire entre guillemets diffus, qui est réparti un peu de partout sur le territoire en Guyane et qui représente le moment où la production solaire marche le mieux, c'est-à-dire vers midi, 11h, forcément, on est dans les moments où il y a le plus de production solaire. Et on arrive à entre 20 et 25% de la production à ce moment-là de la journée qui est réalisée avec le solaire, ce qui commence à être très très intéressant et très significatif. Bon, la particularité, bien sûr, c'est que le solaire produit entre 8h du matin jusqu'à 17h à peu près. Donc on monte à 25% de la production à 11h midi. Et puis après, arrivé vers 15-16h, on commence à redescendre tout doucement. Et puis bien sûr, une fois que le soleil est couché, on repasse à zéro. Donc ça, c'est la particularité du solaire. Mais au moment où ça produit le maximum, on a un quart de l'énergie pratiquement qui est d'origine solaire. Et puis on commence à avoir de la biomasse bois. Donc on a une petite centrale qui est à Kourou qui tourne déjà depuis quelques années. Et puis là, dans le moment où on se parle, il y a des nouvelles centrales qui sont en train de démarrer, Cacao, Saint-Georges qui va démarrer là dans les jours qui viennent. Donc on commence à avoir l'énergie biomasse bois qui vient prendre un peu de place dans les énergies en Guyane. Et l'énergie solaire que produisent les particuliers, est-ce que cette énergie peut être injectée dans le réseau d'EDF Guyane? Oui, bien sûr. Et j'aurais tendance à dire que c'est même un bon modèle pour chacun des propriétaires de maisons ou de petits terrains à côté de la maison. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que le EDF rachète l'électricité qui est produite, rachète à un prix qui est intéressant, puisque c'est un prix qui est supérieur à la facture d'électricité. Donc c'est plutôt intéressant de produire son électricité, de la vendre à EDF, et puis en vis-à-vis finalement de racheter son électricité à EDF, on achète plus cher l'électricité qu'on la revend. Tout ça, c'est des mécanismes qui ont été mis en place par l'État français pour inciter justement à ce que chacun d'entre nous investisse dans des panneaux solaires, sachant que le solaire, c'est une énergie qui est propre, qui coûte de moins en moins cher. Subventionnée, qui en l'occurrence est subventionnée parce que justement, comme elle est propre et malgré tout ses prix baissent de plus en plus, l'installation de panneaux solaires, et en particulier sur les toitures des bâtiments, des entreprises, c'est un vrai sujet porteur, parce que on a de la place, on a des toitures qu'on n'utilise pas aujourd'hui, et si on met des panneaux solaires, ça fonctionne. Nous, on vous rachète l'électricité, et quelque part, ça augmente la part d'énergie renouvelable dans la production d'électricité en Guyane, donc ça va dans le bon sens. Où en est le projet du second barrage face à une démographie galopante, notamment dans l'ouest de la Guyane? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'opportunité de faire un second barrage en Guyane. Donc,
faut avoir des conditions techniques en fait qui sont réunies. La première d'entre elles, c'est qu'un barrage, pour que ça puisse fonctionner, ben, il faut qu'il y ait un dénivelé assez important en fait sur une distance courte. Donc le mieux, c'est d'avoir une chute d'eau ou voire une zone montagneuse qui permet d'avoir entre des distances assez courtes une différence d'altitude assez importante. Parce qu'autrement, si on n'a pas de différence d'altitude, on ne peut pas faire vraiment de barrage. Ou alors on va faire un mur, mais on va faire un tellement grand mur que le mur derrière, comme il n'y a pas de chute d'eau, on va noyer des centaines et des milliers d'hectares. Donc on a fait cette recherche pour regarder vraiment les endroits sur les différents fleuves de la Guyane où on pouvait avoir cette bonne alchimie entre une hauteur d'eau importante, pas être trop éloigné des points de consommation, parce que si on fait un barrage dans la zone de Saül, ramener l'électricité à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est des centaines de kilomètres de lignes électriques à tirer, c'est beaucoup d'arbres à couper, et finalement ça n'a pas de sens environnemental. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des endroits dans lesquels il y aurait des choses qui sont possibles, mais le compromis est pas forcément dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on a une opportunité de construire un barrage sur la Mana vers un endroit qui s'appelle la montagne Fer. Mais objectivement, la hauteur d'eau le chute d'eau n'est pas assez importante. Et donc ça serait un barrage qui fournirait pas beaucoup d'énergie et qui malgré tout ferait beaucoup de surface noyée. Et donc le compromis aujourd'hui écologique n'est pas réuni. Et donc moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui il n'y a pas de perspective d'un deuxième gros barrage en Guyane, comme on a celui de Petit-Saut. Les endroits où on pourrait le faire, encore une fois, c'est vraiment très haut sur la Mana et on se rapproche de Saül. Mais le coût des constructions des lignes et l'impact écologique des constructions et lignes est tel que voilà, c'est pas dans l'air du temps. Cela va donc rassurer les écologistes. Alors, parlons maintenant des branchements illégaux, qui est peut-être une particularité en Guyane. Sont-ils complètement maîtrisés par par EDF Guyane ? Non, maîtrisés, non, parce que malheureusement c'est un phénomène qui a des conséquences graves. Vous voyez, ce dimanche après-midi, j'ai été amené malheureusement à me rendre sur le lieu d'un accident où quelqu'un a perdu la vie en essayant de voler de l'électricité sur des branchements qui sont déjà des branchements illégaux. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis en Guyane. C'est la 4e fois en 2 ans et demi que je suis amené à me déplacer pour aller à des endroits où des personnes ont perdu la vie. Donc c'est un phénomène qui, malheureusement, en Guyane j'aurais tendance à prendre une ampleur dramatique par le nombre de branchements illégaux et par le nombre d'endroits où il y a du vol d'électricité, et qui a des conséquences concrètes au-delà du fait de voler l'électricité, qui a enlevé la vie à 4 personnes aujourd'hui. Et moi, je regarde le sujet, chaque fois que je me déplace dans certains quartiers, j'ai sincèrement peur pour les enfants qui y jouent, pour les enfants qui vivent dans ces quartiers-là, parce qu'on a des câbles qui sont posés en dépit du bon sens, avec des câbles qui sont juste bricolés, qui sont à hauteur d'homme, voire des fois à hauteur d'enfant. Et ce phénomène, il est très préoccupant. Il n'est pas maîtrisé aujourd'hui. Malheureusement, on essaie, nous, de notre côté, d'engager un certain nombre de démarches. Lesquelles ? De couper, d'aller faire des interventions pour enlever les câbles, de travailler avec beaucoup de mairies sur des solutions durables pour résoudre ce problème-là. De travailler avec la préfecture aussi pour avoir de la coordination dans certains endroits pour essayer d'éradiquer ces phénomènes-là, ou inversement de trouver des solutions qui permettent d'avoir l'accès à l'électricité. Mais on est confronté à un problème qui est complexe, c'est-à-dire que nous, EDF, pour apporter l'électricité dans une maison,
on doit avoir une autorisation. Parce que à partir du moment où on apporte l'électricité dans une maison, ça veut dire que cette maison, elle est quelque part, de par la loi, reconnue comme étant légale, ou conforme à un certain nombre de choses. Et malheureusement, il y a plein de maisons en Guyane, 30% des maisons en Guyane n'ont pas de permis de construire. Donc vous ne pouvez pas y installer Donc l'électricité. s'il n'y a pas de permis de construire, moi je ne peux pas installer l'électricité, sauf si monsieur le maire fait la démarche par ailleurs de dire, bah, écoutez, c'est une zone, ok, il n'y avait pas de permis de construire, mais c'est une zone qui va être, qui est pas en danger, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, le terrain, il va être viabilisé. Enfin bon, il y a des cas de figure où on peut trouver des solutions avec monsieur le maire pour dire, bon, bah, cette zone-là, finalement, elle est comme ça, mais elle va être aménagée dans quelques années, donc, ok, le maire peut signer un courrier en disant, j'autorise qu'il y ait l'électricité. Mais c'est des cas qui sont quand même assez rares. Et dans la plupart des cas, malheureusement, ben, on a des zones qui sont soit des zones de squat, hein, avec de l'habitat vraiment très informel, précaire. Et là, personne n'envisage de dire je vais autoriser l'accès à l'électricité. Donc ces zones-là, ben, elles sont des zones où l'électricité est volée, revendue par des vendeurs d'électricité. Il y a des marchands de sommeil, il y a des marchands d'électricité qui vivent sur le dos de la misère. Faut dire les choses comme elles sont. Et finalement, dans ces zones-là, bah, la solution, elle est juste d'aller débrancher de façon régulière. Après, d'avoir des actions de tuer ces squats. Mais tout ça, c'est très long. Nous, on le sait, et mes équipes qui œuvrent là-dessus et que je mets à contribution, on est, chaque fois qu'on va faire des interventions, on sait qu'on tourne le dos et 2 heures après, il y a des gens qui remettent l'électricité. La police, la gendarmerie fait des arrestations, mais derrière, bah, il y a des condamnations de temps en temps, mais tout ça est complexe. Et finalement, personne n'a la solution ad hoc, sauf de maintenir le rythme qui est pris, de dire bah, les squats, on les élimine les uns après les autres, et ça résout une partie du problème. Et puis après, il y a des zones, bah, faut dire les choses comme elles sont, où c'est plus des squats, quoi. Hein. Quand on va à Sablance, quand on va dans certaines zones, il y a des zones de squat, mais il y a des zones où c'est des maisons qui sont des maisons en dur, qui sont des maisons bien installées. Et là, ça rend aussi l'exercice complexe, parce que qui prend la responsabilité de dire à un moment, je vais autoriser d'avoir de l'électricité dans cette zone-là? Bah, personne ne fait la démarche. Pour autant, les quartiers sont tellement installés que c'est compliqué de les éradiquer. Et donc, on est dans un statu quo qui est terrible. Parce qu'il y a du risque humain, parce qu'il y a du vol d'électricité, parce qu'il y a des conséquences pour les habitants qui payent leurs factures. Moi, aujourd'hui, on a des quartiers, très clairement, qui subissent des problèmes de qualité de fourniture, de baisse de tension, de coupure, de départ de feu, d'incendie, de problèmes d'éclairage, parce que juste apposé à un quartier légal où les gens ont payé leur compteur, ont payé leur électricité, ben, il y a des quartiers qui sont parfois plus gros, qui viennent consommer sur le réseau et qui engendrent des problématiques vraiment très importantes. Donc ce phénomène-là, nous on essaie au dehors des actions, là on va relancer des actions de communication aussi pour sensibiliser sur le risque électrique, mais après on essaie de plus en plus de travailler sur des programmes à long terme avec la mairie, avec les services de l'État, avec les aménageurs du territoire, pour dire qu'est-ce qu'on peut proposer dans des quartiers qui vont rester comme ça pendant très très longtemps, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que cela représente en termes de pertes pour EDF, de coûts? Aujourd'hui, on estime que c'est difficile à chiffrer, parce que comme c'est du vol, en fait, on n'a pas de compteur, on n'a pas de mesure, mais l'indicateur qu'on suit, nous, c'est toutes les pertes finalement qu'on a sur nos réseaux électriques, du moment où on produit jusqu'au moment où on compte tout ce qui est facturé à tous les clients qui payent leurs factures. Donc ces pertes, on sait les comparer à d'autres territoires pour dire finalement quelle est la différence entre les deux territoires. Aujourd'hui, on peut estimer qu'on a pratiquement 2% de l'électricité qui est produite en Guyane qui n'est pas facturée, qui s'évapore. Donc c'est significatif. Monsieur Michel Durand, les nouveaux compteurs seront installés quand en Guyane, comme en métropole? Alors ils sont installés. Aujourd'hui, on a pratiquement 50% des compteurs en Guyane qui sont des nouveaux compteurs. On les appelle, nous, des compteurs communicants. Donc il y a des communes qui sont 100% équipées de compteurs.
des nouveaux compteurs. Saint-Georges, par exemple, est 100% avec les nouveaux compteurs. La commune d'Irakubo. On a des communes entières qui ont basculé à 100% de compteurs, des nouveaux compteurs. Et puis, petit à petit, on poursuit le programme. D'ici 2023, tous les compteurs seront des nouveaux compteurs communicants. De toute manière, on n'installe plus d'anciens compteurs maintenant. Et donc, on aura la possibilité. Alors, ce qui est intéressant à noter au travers de ces nouveaux compteurs, c'est qu'on ouvre de nouveaux services. D'abord, un sujet qui est un sujet récurrent. Moi, je reçois en permanence des courriers à juste titre de clients qui comprennent pas leurs factures, qui se plaignent de factures qui sont pas justes. Parce qu'aujourd'hui, les factures qu'on envoie sont des factures estimées. On fait une relève physique 2 fois par an, c'est-à-dire qu'on passe regarder le compteur 2 fois par an, mais entre les 2 fois par an, on fait une estimation par rapport à l'historique. Et là-dedans, ça engendre beaucoup de difficultés, d'incompréhension, d'erreurs. Il suffit que vous y installez une nouvelle climatisation, la consommation va augmenter. À l'inverse, vous n'êtes pas là pendant un mois, la consommation baisse et on n'est pas en temps réel. Donc là, les gens vont payer et là, précisément ce qu'ils ont consommé. Voilà, la facture sera réelle. C'est-à-dire que la facture qui arrive tous les 2 mois, pour ceux qui sont en facturation tous les 2 mois, ça sera exactement la facture du réalisé. Pour toutes les opérations de je déménage, où j'arrive, finalement, on va pouvoir faire tout ça à distance. Un coup de téléphone, dire j'arrive dans un logement, ok, je prends vos coordonnées, clac, clac. Vous arrivez le matin, vous avez l'électricité en arrivant dans votre logement. Vous avez besoin d'augmenter votre puissance de compteur parce que vous installez plus de matériel, vous appelez et à distance, on fait l'intervention. Il y a une panne chez vous, comme sur les box Internet. Quand vous appelez, ils vous disent « Attendez, je regarde à distance, voir si c'est dans votre maison ou si c'est le réseau télécom. » On est habitué à ça sur l'Internet. Bien, avec le compteur, le nouveau compteur, on fait pareil maintenant sur l'électricité. C'est-à-dire qu'on sait identifier si le problème il est dans la maison, et c'est du registre de l'électricien, ou s'il est sur notre réseau électrique. Donc tout ça, c'est des choses qu'on apporte par le nouveau compteur, plus un service qui est important, qu'il faudra utiliser et qu'on essaiera de faire utiliser, c'est de pouvoir suivre sa consommation aussi et de pouvoir regarder comment je fais des économies sur ma facture d'électricité parce qu'on a une application ouverte qui permet, via un portail EDF, finalement, d'aller regarder pratiquement tous les jours en temps réel combien je consomme d'électricité. Des nouveaux compteurs, néanmoins, qui ont suscité en métropole beaucoup d'opposition de la part de beaucoup de gens. Est-ce que vous avez observé le même phénomène en Guyane ? Alors oui, il y a des oppositions qui se sont, qui ont vu jour, y compris au regard effectivement des polémiques ou des sujets qui ont été abordés en métropole. Pour autant, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'opposants aussi, beaucoup de gens qui se posaient des questions. Et je crois qu'on peut dire que d'une façon générale, les gens accueillent plutôt positivement ce nouveau compteur. Parce qu'ils en mesurent aussi l'intérêt pour eux dans ce que ça apporte comme facilité, comme qualité, encore une fois, pour la facture, pour la lecture de la facture. Alors, donc il y a des opposants parce que vous savez que sur ces compteurs, il y a toujours le sujet des ondes. L'intrusion également dans la vie privée des gens. Alors l'intrusion, pour le coup, le sujet, il y a eu un moment des fake news sur le fait qu'il y avait une caméra ou ainsi de suite. Bon, tout ça, une puce, tout ça, c'est balayé. Enfin, je veux dire, ça a été démontré, plus que démontré. Et tous ceux qui ont un compteur aujourd'hui en Guyane, 50% des clients d'EDF aujourd'hui en Guyane ont un compteur nouvelle génération. Et ça se passe très très bien. Donc, cette question d'intrusion, elle a été éliminée. Il faut savoir que l'accès aux données, pour le coup, l'accès aux données, il appartient aux clients. Et donc, pour le coup, nous, on ne fait pas usage des données, hormis pour émettre la facture. Il n'y a pas de système d'intrusion, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de puce. Et pour ce qui est des ondes, il y a eu des études vraiment très très poussées qui démontrent qu'en fait il n'y a pas d'ondes dans ce compteur, et pas plus que le compteur actuel, voire un peu moins. Alors nous allons maintenant aborder une question, un sujet majeur qui est le prix de l'électricité. Depuis quelques années,
on a observé certaines augmentations qui devaient se poursuivre. C'est dans un plan global, au-delà même de la Guyane. Alors, est-ce que, je vais être très direct, est-ce que l'électricité va continuer à augmenter ? Quand les projections qui sont faites par ceux qui sont chargés de ces sujets-là, c'est-à-dire Bercy. En l'occurrence Bercy et le régulateur, c'est-à-dire il y a un régulateur dans le domaine de l'électricité qui est une commission indépendante qui s'appelle la commission de régulation de l'électricité, donc qui a pour vocation justement à faire les propositions sur ces sujets de prix de l'électricité. Donc aujourd'hui, quand on regarde la projection, la tendance allait effectivement sur une hausse de l'électricité. Alors pourquoi cette hausse ? Alors déjà, avant de rentrer sur le mécanisme de hausse, c'est à quelle sauce on est mangé en Guyane. Comment ça marche ? Faut savoir que dans le domaine de l'électricité, on est dans à ma connaissance, peut-être le seul domaine, avec l'éducation, où on bénéficie d'une continuité territoriale. Puisque le prix de l'électricité en Guyane est le même que le prix de l'électricité à Paris ou à Lyon ou à Marseille ou au Puy-en-Velay ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on a ce qu'on appelle un principe, nous on l'appelle péréquation tarifaire, mais en fait c'est un principe de solidarité nationale, de continuité nationale. Solidarité n'est pas toujours un mot très joyeux, mais c'est continuité territoriale. Et donc on a exactement le même prix que n'importe quel consommateur d'électricité en France hexagonale. Donc il n'y a pas de particularité en Guyane par rapport au reste de la France. Ce prix, qui est donc unique, il est fixé par le régulateur, qui finalement tous les ans fait une proposition sur un prix qui est un prix de référence. Ce prix de référence, il agrège différents pavés. Un pavé qui reflète finalement le coût de production de l'électricité et quel coût de production de l'électricité moyen sur la France entière, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer compris. Il y a une partie de ce prix qui reflète le coût de la distribution de l'électricité, donc toutes les infrastructures de réseau, tous les fils électriques, ça, il faut investir, il faut les entretenir. Donc il y a une partie du prix de l'électricité qui est la conséquence de tous ces ouvrages. Et puis il y a une partie du prix de l'électricité qui sont des taxes. Donc le prix, il est grosso modo réparti en 3 domaines. Et si on résume, un tiers du prix, c'est le coût de production de l'électricité. Un tiers du prix, c'est le transport de l'électricité et sa vente. Et un tiers du prix, c'est des taxes. Donc aujourd'hui, ce qui fait l'augmentation du prix de l'électricité qu'on voit de façon régulière, c'est l'augmentation des taxes. Il y a une petite partie du prix qui est souvent aussi associée au prix de l'augmentation du transport de l'électricité. La partie production est plutôt stable depuis de nombreuses années. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie en France de l'apport de la production nucléaire qui fait qu'on a un prix d'électricité qui est quand même très bas, beaucoup plus bas que dans d'autres pays européens. Et finalement, en Guyane, comme on est intégré dans l'ensemble, on bénéficie de cet effet nucléaire, même si on n'a pas de nucléaire en Guyane. Mais c'est un effet d'aubaine pour nous qui nous arrange. Cette augmentation, à terme, sera de quel ordre ? On a eu des augmentations assez significatives ces dernières années. Si on regarde les projections sur les années qui viennent, on est sur un rattrapage qui est estimé, je ne veux pas parler à la place du régulateur parce que c'est très politique comme sujet. En fonction des élections, en fonction des fois, il n'y a pas de prise de décision sur l'augmentation. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un prix d'électricité en France d'une façon générale qui est 25% moins cher que les autres pays européens. Qu'aujourd'hui, la partie taxe augmente de façon significative parce que dans les taxes, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve le soutien aux énergies renouvelables et le soutien à la continuité territoriale. Que cette partie du soutien aux énergies renouvelables, aujourd'hui, elle représente 11 milliards d'euros à l'échelle de la France. Il faut avoir en tête qu'il y a 10 ans en arrière, ça représentait 3 ou 4 milliards d'euros. Donc l'investissement qu'on fait aujourd'hui pour
avoir une transition écologique et énergétique qui passe par le développement des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui plus chères finalement que l'énergie nucléaire. Mais l'énergie nucléaire, si on n'avait pas investi massivement il y a 30 ans, on n'aurait peut-être pas une énergie aujourd'hui abondante et à un prix bas. Donc aujourd'hui, il y a un parti pris politique de dire j'investis massivement dans les énergies renouvelables pour décarboner, pour améliorer la question du climat. Ça a un coût. Ce coût, il se traduit par finalement des subventions à ces énergies renouvelables qui font que cette partie subvention augmente d'année en année et finalement on la paye au final sur nos factures. Donc cette partie-là, elle n'est pas en train de s'arrêter, bien au contraire, elle est en train de se développer. La contribution qu'on y apporte en tant que citoyen, c'est d'avoir une hausse de nos factures. Mais finalement, c'est un acte citoyen, j'aurais tendance à le résumer comme ça. Et pour répondre à ma question, et qui intéresse nos auditeurs, savoir jusqu'à combien cette augmentation va... Je dirais que c'est un choix politique. Aujourd'hui, ce qui est plutôt rassurant, c'est que d'abord, on a une dynamique de dire on va aller encore plus loin dans les énergies renouvelables. Donc on peut se dire cette hausse va continuer parce qu'il faut financer les énergies renouvelables. Vous ne voulez pas donner de chiffres? Non, parce que je ne peux pas le déterminer, le chiffre. Okay. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que les énergies renouvelables, plus on les développe, moins elles coûtent cher. Donc on peut estimer que la hausse devrait être modérée. Mais si on fait des projections aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que dans les 10 ans qui viennent, on devrait encore avoir 10 à 15% de hausse. D'accord. EDF, au niveau national, quel est le statut de la société aujourd'hui? C'est privé, semi-public? On s'y perd parfois. Alors c'est une société privée de service public. Donc EDF est une entreprise qui est cotée en bourse, donc qui est une société anonyme de statut privé, dont l'État est l'actionnaire majoritaire, puisque EDF a eu une ouverture de son capital début des années 2010, au moment où il y a eu une privatisation et une ouverture du marché de l'électricité, c'est-à-dire que le marché de l'électricité est devenu un marché concurrentiel. En Guyane, ça s'exerce pour la production d'électricité. Aujourd'hui, tout le monde peut produire son électricité. En France hexagonale, c'est pour la production d'électricité et pour la vente d'électricité, c'est-à-dire qu'on peut prendre un autre fournisseur qu'EDF pour acheter son électricité. Et donc cette ouverture finalement du périmètre du marché de l'électricité s'est traduit par une transformation du statut d'EDF, qui est passé d'une entreprise publique à une entreprise privée, qui malgré tout, dans son ouverture de son capital, est restée ultra majoritaire avec l'État comme actionnaire. Alors pour une raison qui est aussi liée au fait que EDF embarque l'industrie nucléaire, embarque le plus gros parc de production nucléaire au monde, et que cet élément nucléaire nécessite d'avoir des assises financières très solides. Très bien, merci Monsieur Michel Durand. Je rappelle que vous êtes le directeur d'EDF Guyane. Merci. Merci à vous. Au revoir.